Mesdames et messieurs, merci d'être en direct de la télévision du Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité, société, le pont reliant la ville de Maroua à celle de Mora s'est effondré cet après-midi sous le poids de fortes précipitations. Retour sur les faits dans quelques minutes. En santé, la médecine traditionnelle à l'honneur ce lundi 31 août 2020. À l'occasion de la journée internationale qui lui est dédiée dans ce journal, nous nous intéresserons au dilemme du choix entre la médecine africaine et celle dite moderne face à la pandémie Corona. Et avec notre reporter Patrick Guagnon, nous irons à la rencontre de quelques experts dans les deux domaines. Et puis à l'international en Russie, un jeune opposant se fait violemment agresser par des inconnus qui l'ont rué de coups. Les circonstances de cette agression vous seront relatées au cours de cette édition de l'information. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue au 19h45, à tout de suite. Une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs. Ouvrons cette édition de l'information en société. Le pont de Palar dans la région de l'extrême nord Cameroun a été brisé en deux sous le poids des précipitations cet après-midi. Cette infrastructure routière qui relie la ville de Maroua à celle de Mora a été totalement envahie par les eaux. Je vous propose le compte rendu de cet incident à travers ce reportage que signent Frédéric Moutomé et Seydou Fonzi. Coronavirus qui sévit à travers le monde et davantage au Cameroun. Cela est perceptible au niveau des inscriptions sur les listes électorales qui affichent un faible taux de nouvelles inscriptions, soit seulement 5000 potentiels électeurs enregistrés. Pourtant, depuis la réouverture des inscriptions sur les listes électorales, Elections Cameroun a multiplié des stratégies et des moyens et même des méthodes pour attirer les foules, c'était sans compter sur la survenance de la Covid-19. Nos équipes ne peuvent pas sortir comme elles le font d'habitude, aller dans les marchés, dans les églises, dans les carrefours, dans les réunions, partout où on peut pêcher les électeurs. Et même ces électeurs, ils n'accourent pas en main. En plus du coronavirus, réelle difficulté sur le terrain, s'est ajouté le lancement tardif de ces opérations d'inscription sur liste électorale en date du 9 avril 2020 dernier, retard qui trouve son justificatif dans la tenue du double scrutin municipal législatif du 9 février et des partiels du 22 mars 2020 dernier. Cette année, les inscriptions ne pouvaient pas atteindre le même sommet qu'il y a un an, parce que l'année dernière, c'était une année normale. Cette année, avec tous les inconvénients, on ne pouvait qu'avoir moins et bien moins. Environ 5000 nouvelles inscriptions sur liste électorale. Pour les responsables d'Elections Cameroun, rien n'est encore joué à ce jour. Pas d'élection. Dans l'immédiat, on a le temps de continuer à inscrire. Nous n'aurons que les régionales, mais qui n'ont pas le même collège électoral. Sans être électeur, coronavirus s'est invité au processus électoral dans notre pays, réduisant du même coup le champ d'action d'Elections Cameroun et des électeurs qui entendent également jouer leur partition. À la suite de ces inscriptions sur les listes électorales qui se sont achevées ce 31 août 2020 sur l'étendue du Triangle national, je vous invite à vous rendre tout de suite dans la région de l'extrême nord Cameroun où nous le disions tantôt, le pont qui relie la ville de Mora à celle de Maroua a été brisé en deux par le poids des intempéries qui se sont abattues cet après-midi sur la ville. Retour sur les faits avec Frédéric Moutomé une fois de plus. C'est aux environs de 4 heures du matin que le sieur Baba Ali, commerçant les fortes pluies qui s'abattent dans le septentrion du Cameroun ont entraîné ce lundi 31 août 2020 l'effondrement du pont Palar dans la ville de Maroua, chef de la région de l'extrême nord Cameroun. D'après des témoignages concordants, l'infrastructure a cédé sous l'effet des inondations, résultat des pluies diluviennes qui sont tombées dans la région ces derniers jours. La circulation se trouve ainsi coupée sur cet axe de la nationale numéro 1 qui relie la ville de Maroua à celle de Mora et Kousséri. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'est signalée, mais il est fort probable que de nombreux dégâts matériels soient enregistrés en attendant la réaction officielle des autorités locales suite à cet incident. La région de l'extrême nord subit de plein fouet les conséquences des pluies et plusieurs localités sont englouties par les eaux.
Plusieurs villages dans l'arrondissement de Moulvoudaï, département du Mayokani, sont également touchés avec des milliers de concessions et des hectares de champs détruits. Il en est de même dans l'arrondissement de Kalfou, de Kaikai et d'une partie de la ville de Kousséri. L'on note également parmi les dégâts matériels enregistrés l'affaissement d'un des pylônes de transport d'énergie à l'extrême nord du Cameroun après incendie dans ce... à Marois. Cet incident a pour conséquence immédiate de mettre hors service le poste de Marois qui assure la distribution de l'énergie dans toute la région de l'extrême nord du Cameroun. Ainsi, les villes de Marois, Mokolo, Moura, Kaélé, Bogo, Maga, Yagwa, Kousséri, entre autres, sont hors service, donc dans le noir. D'ailleurs, on apprend aussi que les équipes de la Sonatrel, mobilisées pour les réparations, sont immobilisées à raison de l'effondrement du pont de Pala. Et en attendant que les solutions urgentes soient trouvées, des voies de contournement sont d'ores et déjà envisagées pour permettre ainsi la mobilité des hommes et des biens dans cette partie du triangle national. Les usagers sont donc invités à éviter tout trajet sur cette intersection jusqu'à la réparation totale de cette infrastructure routière. Rendons-nous à présent du côté du nord, à Garoua, pour nous intéresser à cet incendie au marché de Marois. Il s'agit du bureau du président des commerçants qui est parti en fumée cet après-midi. Retour sur les faits, une fois de plus, avec vous Frédéric Moutomé et Seydou Fonzi. Garoua est alerté par les gardiens de cet espace marchand. Les flammes d'une intensité sans pareille ont tout dévasté sur leur passage, réduisant en cendres du même coup tout objet se trouvant dans ce bureau. Il a fallu l'intervention des soldats du feu pour stopper net la progression des flammes. Arrivé sur les lieux, Baba Ali est inconsolable et dit avoir tout perdu dans cet incendie. Je crois qu'à 4 h du matin, on vient de me réveiller. On a dit que le marché est en train de brûler. Bon, ce n'est même pas le marché, c'est ta boutique. C'est ton bureau qui est en train de brûler. Je suis venu trouver les pompiers en train d'éteindre les feux. J'ai trouvé la maison, mon bureau est déjà brûlé. Il n'y a rien qui reste, tout est brûlé. Il y avait les statues, le règlement intérieur, il y a beaucoup de matériel très important. Il y a les 16, les salons même. Vous voyez que c'est mon bureau. J'ai les fauteuils roulants. Il y a les ordinateurs. Il y a vraiment beaucoup de choses très importantes. Il y a 4 bureaux qui sont brûlés, 4 bureaux. Même si pour l'heure, les causes exactes de l'incendie du bureau du président du syndicat des commerçants du marché de Garoua restent inconnues, Baba Ali estime ses pertes à plusieurs millions de nos francs CFA. Et toujours en société, intéressons-nous à ces vives tensions entre les membres de l'église évangélique du Cameroun à Loum, dans le département du Mongo, région du littoral. Ils se sont livrés à une bagarre à la sortie du culte dimanche dernier et à l'origine de cette bagarre, la suspension de la révérende Martial Diarra. Le commentaire de cette bagarre avec Frédéric Moutomé et Janine Nyonta. La tension était à son paroxysme ce dimanche 30 août 2020 à la paroisse EEC, Loum Chantier, dans le département du Mongo. Tout avait pourtant bien commencé avec un culte d'adoration plutôt suivi et couru par les fidèles autour de leur berger. Mais très vite, la tension va monter d'un cran. Les fidèles, pourtant ensemble, vont littéralement s'opposer sur la suspension de leur pasteur, la nommée révérende Martial Diarra, en poste depuis 5 ans dans cette communauté. Pour certains fidèles en colère, le pasteur Martial Diarra s'est investi durant ses années de service à Loum Chantier au relèvement du niveau de la foi des fidèles, mais aussi celui des infrastructures en Pité-Oïta à son arrivée dans cette communauté. La sommation sans sens.
Dieu fait le vampirisme en pleine église à nous. Que notre pasteur a fait ceci, là, fait ça, là, c'est faux. Un pasteur qui est venu réveiller le temple en moins de 4 ans. On vient, on choisit un chef de paroisse pour nous déstabiliser comme ça là. On ne nous interroge pas, mais on agit. On n'a jamais vu dans l'église évangélique. On n'a jamais vu un régional comme ça là. Jamais vu dans notre église. Ça c'est le miracle. Pour d'autres encore, sifflet, youyou et dénigrement à l'appui accusent la mise en cause de ne pas respecter l'orthodoxie ecclésiastique de l'église évangélique du Cameroun. Pasteur Njaya Marcel est arrivé ici là en 2015. Elle a trouvé cette paroisse une paroisse dynamique sur laquelle les fidèles marchaient main dans la main. Quand Njaya Marcel arrive donc, elle fait 1 an. Elle organise maintenant les 30 jours de prière sur lesquels nous ne connaissons pas ce qu'elle devait faire. Mais par grande surprise, on a trouvé plutôt une autre église installée. Ce que vous voyez écrit là, ce ne sont pas les gens de chantier, ce sont les importeurs. Elle a commencé maintenant à faire ce qu'on appelle la division dans l'église. Le président de la région il a bien fait. Pourquoi? Parce que Njaya Marcel doit encore apprendre la dontologie de EEC. Rencontré sur le site de la manifestation et contestation qui a viré en bagarre, la révérende Marcel Njaha s'en défend. La jalousie des uns et des autres, méprisée par le bureau de la région. Selon eux, j'ai fait un culte pentecôtiste. En réalité, le fond de leur dire, c'est que je ne prêche pas selon le modèle de l'EEC. J'ai simplement prêché et vous n'avez qu'à voir la population. Païens, chrétiens, toute la ville. Et ils sont choqués encore peut-être parce que leurs fidèles viennent de temps en temps dans ma modeste paroisse écouter les enseignements. Bien que la révérende Marcel Njaha semble rejeter en bloc les accusations portées à son encontre, d'après des sources bien concordantes, l'incriminé n'est pas à ses premiers cas d'insubordination ou de situations troubles avec les chrétiens d'une communauté. La paroisse de Lumé a connu vraiment des murmures ce matin parce que son pasteur a été suspendu de ses fonctions, retiré de la liste du personnel ecclésiastique de notre région synodale de Mungo Centre, à base, n'est-ce pas, à cause des plaintes et même les manquements du pasteur Njaya Marcel. Il s'agit des cultes qu'elle officie et qui ne sont pas des cultes protestants évangéliques. Disons en gros, sur ce point, le pasteur Njaya n'est pas un pasteur de l'EEC ou d'une église protestante, c'est un pasteur pentecôtiste. Il y a des ménages qui ont été déstabilisés. Il y a même les paroisses de la ville de l'EEC qui ont été déstabilisées, ça veut dire la fuite de certains fidèles des autres paroisses pour aller la rejoindre. Et ce qui nous a amené donc à prendre la décision, parce que la parole était divisée entre elle et le proposant, c'était le feu. Même si pour l'heure, le calme semble être revenu dans la maison du Seigneur à la paroisse EEC de Lomchantier. Les fidèles de cette communauté, quant à eux, se regardent en chien de faïence. D'ailleurs, certains annoncent la suspension jusqu'à nouvel ordre de la révérende Marcel Njaha, qui est même sommée de libérer l'enceinte de la paroisse d'ici le jeudi 3 septembre 2020 prochain. Précisons que cette situation est monnaie courante à l'église évangélique du Cameroun depuis l'élection contestée d'avril 2017 en Gaoundéré. Et depuis lors, les différentes décisions de justice rendues n'ont pas jusqu'ici ramené le calme et la sérénité dans cette congrégation religieuse qui continue de voler en éclats, et ce malgré les prières de ses fidèles. Et après ces vives tensions qui jalonnent l'église évangélique du Cameroun, rendons-nous dans la ville de Douala pour nous intéresser à ces grandes polémiques autour des circonstances du décès de l'abbé Jude Bafon, annoncé pour mort en pleine homélie. Il n'en était rien. L'autorité religieuse est décédée des suites de maladies dans un hôpital de la place. D'ailleurs, sa mort a plongé l'ensemble de la communauté chrétienne dans l'émoi et la consternation. Je vous propose de regarder le récit des faits. Révérend Père,
Voici la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux au cœur d'une vive polémique au sujet du décès de l'abbé Jude, vicaire de la paroisse catholique Saint-Jean de Deido, mort survenu de maladie dans une formation sanitaire de la capitale économique du Cameroun. Mais je sais que depuis presque 2 mois, le curé nous a annoncé à l'église qu'il souffrait un peu, mais il nous a dit de ne pas paniquer, de rester en prière. Mais lui, il est revenu encore faire peut-être 2 ou 3 messes. Moi aussi, de temps en temps, je ne venais plus à l'église régulièrement. Et samedi, je n'étais même pas là, le jour qu'il est mort, Je suis restée au quartier. C'est quand je viens à la messe du soir. Dès que je quitte la messe, j'arrive à la maison. En passant, c'est une de mes filles qui me dit « Ouais, maman Jeannette, ton fils l'abbé Jude est décédé. » Je dis que « Ouais, papa. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que les gens devaient se mobiliser pour prier pour lui. » C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Et puis vraiment, ça a paralysé la paroisse. Après recoupement sur place, il ne s'agit pas de l'abbé Jude Tafon Fort, mais plutôt de l'abbé Jean Sing Sing Bayo de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux à Cocody en Côte d'Ivoire, décédé des suites d'un AVC. Rendu dans cette paroisse catholique ce lundi, l'ambiance est bien morose. Le décès de l'abbé Jude est sur toutes les lèvres car âgé seulement de 32 ans, et quitte très tôt le ministère et laisse dans les mois la consternation, une communauté dévastée et inconsolable. Parce qu'il savait s'occuper des jeunes de la paroisse, il a galvanisé, donné un souffle nouveau aux jeunes de cette paroisse. Peut-être de la zone même Vouri 4, parce qu'il savait rassembler les gens et puis c'est un bon bilingue. Il parlait bien français et bien anglais parce qu'il y a certains prêtres parfois qui sont anglophones, mais en parlant français, il y a des mouvements qui ne se donnent pas bien. Mais il était très bien et il était toujours entouré des petits enfants de cœur. Il savait prendre du temps pour les enfants. Il était gentil et comme j'aime ma petite fille qui est enfant de cœur, il était gentil. C'était l'aumônier des jeunes. Mais je n'étais pas tellement collée à lui. Mais quand on se rencontrait, il me disait bonjour maman, moi aussi, je disais bonjour mon père. C'est un gars bien intelligent, un prêtre qui savait bien dire les messes en anglais et en français. C'est des prêtres comme ça, ils sont un peu très rares. Le prêtre était un jeune prêtre. La maladie est arrivée. Dans la maladie, la mort aussi est arrivée. Et tout ce que je peux vous dire, le prêtre, lui, il n'a pas eu de problème avec personne ici. Mais, tranquille, il sort, il va à son cours, il revient. Parce qu'en dehors du prêtre qu'il était, il faisait le cours aussi. Fils de feu le capitaine Polycarpe Mfort, autrefois en service au génie militaire, et de Mary Mfort en service à l'hôpital Akintini de Douala, l'abbé Jude Tafon Fort, originaire du village Lou, dans le département du Dongamantoum, région du nord-ouest Cameroun, dont la dépouille est désormais déposée à la morgue de l'hôpital militaire de Douala, était aussi chargé de cours à l'université Saint-Jérôme de Douala. C'est donc l'ensemble de la communauté chrétienne catholique qui porte le deuil et la douleur à la suite du décès de cette autorité religieuse. Et puis, en santé dans ce journal, intéressons-nous à la célébration de la 18e édition de la Journée de la médecine africaine qui s'est déroulée ce 31 août 2020 dans un contexte marqué par la lutte contre le coronavirus et sous le thème 2 décennies de la médecine traditionnelle de 2002 à 2020, les progrès réalisés. Plus de détails avec Patrick Boignan et Patrice Foucault. La médecine africaine est à la croisée des chemins au vu des opportunités de promotion et de valorisation qui s'offrent à elle. Que la pandémie coronavirus est venue mettre le monde à genoux. Il est grand temps que chaque domaine scientifique ou bien chaque domaine du corps médical trouve son talent pour sauver l'humanité. La médecine africaine, par ses talents avérés, est arrivée au terme au point où chacun connaît maintenant que la médecine africaine est valable. Parce qu'au demeurant, au début de cette pandémie coronavirus, tout le monde a crié, notamment l'Organisation mondiale de la santé, avait déclaré à haute intelligible voix que l'Afrique va périr. Parce qu'ils étaient conscients que les Africains n'ont pas l'expertise médicale avérée, ni les infrastructures hospitalières. Mais, par la force des choses, certainement les hôpitaux sont vides au Cameroun. Ce sont des patients, ils sont entre nos mains. Quand ils arrivent avec notre expertise médicale,
nous faisons l'essentiel. Pour cette 18e édition de la célébration de la médecine africaine, l'accent est mis sur les progrès réalisés dans les pays. La place de la médecine traditionnelle aujourd'hui, ça a pris sa place vraiment, parce que c'est une médecine qui fait les merveilles. C'est une médecine qui réussit à 100%. Donc, depuis des années que je suis dans la médecine traditionnelle, j'ai eu beaucoup de réussite. Point de vue parce que nos forêts sont riches. On a tout ce qui peut déjà généraliser la médecine africaine. Nous sommes prêts. Vous voyez que quand on a parlé du Covid, nous nous sommes lancés et nous sommes prêts. Là, nous sommes là, nous sommes tous les traitants du Covid. Ce n'est pas une propagande. Il y a même eu beaucoup de maladies qui sont passées où nous traitons. Nous n'allons pas citer aujourd'hui parce que nous sommes là aujourd'hui pour cette médecine africaine. Juste le valoriser. Une plateforme multisectorielle entre la médecine africaine et celle dite conventionnelle est souhaitée par ces tradipraticiens. Ces mêmes médecins qui, le jour, dénigrent la médecine africaine, reviennent se soigner la nuit. Je pense que c'est assez clair pour pouvoir justifier, pour pouvoir dire et expliquer à suffisance de quoi il s'agit. Mais il faut aller un peu plus loin parce que nous sommes aujourd'hui dans le sens d'une collaboration intersectorielle dont les petites polémiques n'ont plus droit d'être. Je pense qu'on juge le maçon au pied du mur et ceux-là qui veulent tester les différents protocoles élaborés par la naturopathie aujourd'hui n'ont qu'à essayer, ne serait-ce qu'autour d'eux. Ceux qui peuvent être victimes, ceux qui peuvent être atteints, vous prenez un protocole, vous le testez. S'il n'est pas suffisamment élaboré ou alors suffisamment vibrant pour pouvoir apporter le soin escompté, retournez-vous à un autre protocole. La célébration de cette 18e édition de la journée de la médecine africaine est placée sous le thème « 2 décennies de la médecine africaine 2002-2020, les progrès réalisés dans les pays ». C'est l'esplanade de l'enfance joyeuse du Cameroun à Douala qui a servi de cadre à cette célébration. Et cette célébration nous permet d'embrayer sur le dilemme qui existe depuis toujours, celui du choix entre la médecine traditionnelle et celle moderne, et plus encore en cette période marquée par le coronavirus. La question s'est donc posée avec encore plus d'acuité ce 31 août 2020. Les explications de Patrick Goignan une fois de plus. Les grands carrefours de la ville de Douala ont ceci de particulier qu'il ne manque presque jamais d'un médecin traditionnel communément appelé ici docta. Différemment des vendeurs de comprimés, ceux-ci s'identifient à travers l'exposition de leurs décoctions qui visiblement résistent à toutes les intempéries. Sous le soleil comme sous la pluie, ces bidons et autres plantes naturelles issues des forêts africaines pourraient démontrer à suffisance la puissance de cette médecine dont la proximité insolite entacherait sur sa crédibilité. Olivier Foipon fait partie de ces docteurs qui ont choisi de commercialiser leur expertise médicinale sur la chaussée. Tout ce que j'avais toujours imaginé dans ma tête quand j'étais encore enfant, c'était de faire dans la santé naturelle. Bon, aujourd'hui, voilà comment je me retrouve enfin dans la santé naturelle par rapport à un grand frère qui m'a initié dans le métier. Bon. Voilà comment j'ai essayé d'améliorer, j'améliore tout ce que je peux faire pour les gens pour qu'ils retrouvent une guérison. Depuis une quinzaine d'années, ce jeune originaire du Noun en a fait son activité principale ici au quartier Aqua. Pourtant, d'autres naturopathes essayent, malgré les difficultés infrastructurelles et structurelles, d'offrir à la médecine africaine un statut plus attrayant. Les personnes qui font la médecine douce sur les trottoirs, au fond, je ne peux pas les en vouloir. Parce que nous vivons dans un système où chacun se débrouille. Et il faut reconnaître aussi que la majorité des tradipraticiens ont des difficultés à se réunir, à coopérer et à avoir un point de vue élevé par rapport à ce qu'ils font. Donc chacun va de son côté. Et comme ça ne suffisait pas, le ministère n'est pas là pour aider ces personnes à pouvoir s'organiser. Parce que quand les tradipraticiens ne peuvent pas s'organiser eux-mêmes, le pouvoir public n'est pas là pour aussi les aider.
alors les autres s'en profitent pour faire du n'importe quoi. Donc, je ne peux pas les en vouloir, c'est tout simplement parce que le certain n'est pas organisé. Et à chacun, vraiment, de s'organiser. La médecine africaine, ou si on veut douce, a de beaux jours et démontre au fil des temps son efficacité contre les pathologies qui intimident l'humanité, mais semble encore impuissante face aux grandes firmes dont la force repose sur son organisation et sa structuration. L'urgence est donc plus ou moins signalée afin que cette médecine, héritage de nos ancêtres, sorte de sa débrouillardise. Et vous l'avez bien constaté, chers téléspectateurs, difficile donc de faire un pas dans la métropole économique sans rencontrer un médecin traditionnel, ce qui interroge quelque peu sur leur crédibilité, une crédibilité qui a été mise à jour par le docteur Toukam qui était au micro de Charles Fils et Languet dans ce reportage. Et puis embrayons donc tout de suite sur le dilemme dont nous parlions tantôt, celui du choix entre la médecine traditionnelle et celle moderne, une question qui s'est posée avec acuité encore plus en ce jour de célébration de la Journée internationale de la médecine africaine. Suivons plutôt. La médecine africaine est très souvent mal perçue par certains Camerounais au vu de sa complexité et de sa non-conformité aux règles établies. En cas de maladie, les patients sont souvent partagés entre la médecine africaine et celle dite conventionnelle. Au fait, en tant qu'Africain et particulièrement Camerounais, moi je pense que nos aïeux nous ont laissé beaucoup de choses qui peuvent facilement nous amener à trouver la guérison. Par contre, la médecine conventionnelle aujourd'hui là, on constate qu'il y a beaucoup de bavures dedans. Il y a beaucoup de contrefaçons dedans. Mais en ce qui concerne nos essences, nous sommes sûrs d'avoir de bons résultats. La preuve en est, dernièrement, vous avez vu avec l'arrivée du Covid-19, Monseigneur Cléda a expérimenté un produit qu'il a mis à la disposition des citoyens et cela a beaucoup servi avec l'apport des opérateurs économiques qui ont financé pour que les Camerounais soient traités gratuitement. Le choix de certains malades est parfois motivé par une heureuse expérience. Marché à l'hôpital pour un problème pendant près d'1 an. Tous les résultats étaient négatifs. Tout ce que je faisais comme examen était négatif. De manière que même les médecins, ils me disaient, Madame, rentrez, allez à la maison, vous n'avez aucun problème. Rentrez du côté traditionnel, allez voir ce qui ne va pas de ce côté-là. Et c'est de ce côté que j'ai trouvé ma guérison. D'autres, par contre, prônent pour la médecine moderne au vu de sa fiabilité. Parce que la médecine traditionnelle, ce qui gêne beaucoup, parce que au niveau du dosage, quand vous avez reparu, on vous donne plein de courses, on dit ceci, cela et tout. Mais c'est plus mieux la médecine moderne. Parce que nos parents, c'est vrai, nos parents nous ont appris la médecine traditionnelle. Mais aujourd'hui, vous allez arriver sur plein de ces gens. Vous avez peut-être, comment on appelle là, le diabète. Chaque personne qui va vous donner sa part de remède. Donc si franchement, ils pouvaient s'associer et avoir peut-être un seul remède, comme le cas à l'heure actuelle, comme ils sont en conclave là, en pleine réunion, que d'avoir donné 50 litres aux gens de boire et tout. Mais moi, je préfère beaucoup la médecine moderne. Le choix entre ces deux formes de médecine reste difficile au vu des paramètres socio-culturels et parfois même économiques. Et autour de cette controverse qui anime le débat entre l'importance ou alors le choix de la médecine traditionnelle et la médecine moderne, cette fois-ci c'est le conseil scientifique qui réagit et qui affirme qu'aucun traitement endogène issu de la médecine africaine n'a fait preuve de son efficacité. Cette déclaration est considérée comme incorrecte par bon nombre de praticiens que je vous propose d'écouter. Ils sont au micro de Patrick Goignan. Le Conseil scientifique des urgences de santé publique reconnaît le rôle important que joue la médecine traditionnelle en Afrique et au Cameroun dans la gestion des maladies en général et la maladie à Covid-19 en particulier. Ce Conseil reconnaît aussi qu'à ce jour, aucun traitement n'a fait la preuve de l'efficacité et n'a été approuvé pour le traitement du Covid-19. Cette déclaration est jugée insensée par certains acteurs de la médecine naturelle rencontré ce jour à Douala. Quand je parcours ces documents, je pense que ceux qui ont élaboré ça n'ont pas bien fait leur travail.
et que en amont, les acteurs étaient déjà rassemblés autour des différentes associations qui existent, qui étaient bien harmonisées. Aujourd'hui, je pense qu'ils apportent déjà le désordre et ils veulent phagocyter la médecine traditionnelle pour être simplement assujettis à la médecine moderne. Je suis contre. Je n'entends pas être assujetti à la médecine moderne dans le sens que il faut l'ordre de tradit praticien au Cameroun. Je suis fermé là-dessus et que les députés doivent légiférer en loi. Je le dis à visage découvert à travers votre caméra. Ces malades ont survécu. Je n'ai aucun malade qui a été assisté sur le plan respiratoire du fait de Covid parce qu'après avoir pris nos médicaments en amont, ces malades, leur système immunitaire s'est renforcé. Alors, c'est quel comité? Les personnes qui sont derrière ce comité-là, c'est juste les fonctionnaires ou alors c'est des médecins, c'est monsieur prescripteur des médicaments de l'Europe? Parce que je ne comprends pas. Quand on parle Afrique, on doit appeler les Africains, pas les Africains de peau noire, mais avec la tête en Europe. La non-implication des acteurs du secteur de la médecine traditionnelle dans la prise des solutions à leurs problèmes demeure un bémol. Oui, en effet, nous sommes un peu à la croisée de chemin avec ce qui se passe comme si c'était un peu un forcing de la part du gouvernement, notamment du ministère de la Santé publique. Parce que concrètement, il est absurde, il est même impensable qu'un pays comme le Madagascar, qui met sur pied un bon produit pour éradiquer le Covid, que l'OMS et tout le monde se mettent à tirer. À plus forte raison, nous qui sommes encore de manière disparate, il y a Monseigneur Cléda qui... je dis donc que même le résultat dont on se vante aujourd'hui, c'est dû aux tradis praticiens, c'est dû à la médecine africaine. C'est facile pour nous d'élaborer en une soirée, autour de la table, notre règlement intérieur, comme l'ordre des médecins, et que on élabore ça. Si tu fais ceci, tu ne fais plus partie du corps de la médecine traditionnelle. Aussi simple que ça. Donc, notre stratégie de contournement, là, c'est pour rendre ce travail long. Et aussi, vu que la Covid nous a permis qu'il y a un point de vue favorable en ce qui concerne notre médecine, ils veulent nous perdre le temps pour ainsi nous renvoyer dans des oubliettes. Certains de ces thérapeutes proposent la création des hôpitaux pilotes mettant en synergie la médecine traditionnelle et celle dite moderne ou conventionnelle. La médecine traditionnelle ne combat pas la médecine conventionnelle. On veut que si ça ne va pas à gauche, on rentre à droite. Si ça ne va pas à droite, on rentre à gauche. C'est ça les accords partenariels qu'on a avec le ministère de la Santé. Donc, nous ne sommes pas contre le ministère de la Santé. Il faut créer des hôpitaux pilotes intégrés, médecine traditionnelle, médecine moderne. Comme ils pensent que ce n'est que les médecins seuls qui peuvent coordonner les activités de la santé dans un pays, alors il y aura un médecin, un tradipraticien, et qu'ils vont travailler ensemble. Puis, l'OMS a demandé une collaboration multisectorielle. Les diplômés qui n'ont rien à proposer, sauf à prescrire, ils ont donc bloqué la collaboration. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas admettre que ce que nous faisons comme effort pour que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Parce que la médecine coloniale est entrée en Afrique, c'est moins de 60 ans. Les gens se soignaient comment avant? Et on a des diplômés qui ne sont pas des scientifiques et qui prennent la place de la science pour parler n'importe quoi contre ceux qui essaient de se battre sans s'afficher. Au vu de la situation qui prévaut, l'imbroglio entre la médecine moderne et celle dite naturelle ou traditionnelle n'est pas prêt à s'achever. En sport, préparatif du championnat d'Afrique des Nations 2021. Clément Aroga et ses poulains reprendront le 15 septembre prochain. C'est décidé. D'ailleurs, le coach de l'équipe A-Prime a rendu public ce jour la liste des joueurs qui devront partager l'aventure avec lui, suivant la quintessence de cette liste avec Zobel Apollinaire Mbon. Le coach Yves Clément Aroga Sensou a pratiquement reconduit le groupe qui a pris part au 5e regroupement au mois de mars dernier
avant l'arrêt imposé par la pandémie du Covid-19. Au poste de gardien de but, il a fait appel à Simon Omosola, Adam de Junior et à Ipane Letizi, du stade Renard de Melon, qui remplace Agnès Derrick sur la liste d'attente. Au lieu de 10 défenseurs, Yves Clément Aroga Senso a fait appel à 8. À noter les absences de Ngede du Canon sportif de Yaoundé, de Alphonse Marie Tienche de Coton Sport de Garoua, mais surtout l'entrée de Mbo 2 David de Eddy Sport de la Neki. Au poste de milieu de terrain, ils sont 13 à avoir été convoqués comme lors du 5e regroupement. Akono Alain de AS Fortuna et Ebene Jacques de Fétu FC ont été mis de côté, remplacés par Ngede du Canon sportif de Yaoundé et Ngona Tiati de Coton Sport de Garoua. À la ligne d'attaque, ils sont désormais 6 au lieu de 4, comme au mois de mars dernier. Aruna Ndang de Bambutos Football Club de Bouddha et Jules Armand Cour de Stade Renard de Melon font leur entrée en lice. Ils sont 9 sur la liste d'attente de Yves Clément Aroga Senso. Le stade, qui démarre le 15 septembre prochain, va s'achever le 25 du même mois. Et la relance du football féminin reste au cœur des préoccupations de ces acteurs. C'était d'ailleurs l'origine d'une concertation entre les présidents de clubs et plusieurs promoteurs le week-end dernier à Yaoundé. Zobel Apollinaire, une fois de plus. Ils étaient réunis en assemblée générale à Yaoundé dans le but de passer au scanner les multiples problèmes auxquels fait face depuis des lustres le football féminin au Cameroun. Parmi ces problèmes, le manque criard des infrastructures, notamment des espaces jouables où les pratiquants de la discipline peuvent librement exprimer leur talent. L'absence de communication a également été évoquée comme l'un des principaux freins au développement du football féminin. À cause du manque de promotion et de vulgarisation, les obstacles financiers n'ont pas été oubliés. Réunis dans leur association, les promoteurs et les présidents des clubs de football féminin entendent désormais travailler aux côtés de la Ligue spécialisée de football féminin du Cameroun, dirigée par Céline Eko. Ceci dans le but de tenter à leur manière de juguler tous ces manquements et d'impulser une nouvelle dynamique au football féminin qui a devant lui de nombreux challenges. Mesdames et messieurs, pour ouvrir cette page à l'international, rendons-nous en Russie où un opposant a été froidement battu et rué de coups près de son domicile après sa condamnation l'an dernier. Une agression qui arrive dans un contexte et 10 jours seulement après le présumé empoisonnement d'une autre grande figure de l'opposition russe. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères d'Euronews. C'est un acte de violence qui résonne comme un avertissement envers les tenants de l'opposition. En Russie, un militant a été roué de coups dans la nuit de dimanche à lundi. Egor Yukov, blogueur et poil à gratter du régime populaire sur les réseaux sociaux, a été attaqué près de chez lui à Moscou par 2 inconnus qui ont ensuite pris la fuite selon son équipe. Il est évident que cette attaque relève de représailles politiques liées à l'activité professionnelle d'Egor, explique ce membre de son équipe. Au cours des 18 derniers mois, Egor Zhukov, en tant que blogueur politique, qui postait des vidéos sur YouTube et qui a de nombreux abonnés, a sévèrement critiqué les autorités russes avec une position politique libertaire. L'an dernier, Egor Yukov avait été arrêté et accusé d'avoir organisé des troubles de masse lors des manifestations d'ampleur qui s'étaient tenues à Moscou. Son cas avait suscité un élan de mobilisation, mais le jeune homme a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour extrémisme lors de son procès et à une interdiction de gérer un site internet après son appel à lutter fermement contre le pouvoir en place, lancé dans ses vidéos. La recherche s'intensifie et cette fois-ci c'est un spray nasal qui pourra peut-être désormais protéger tout le monde du coronavirus. Je vous propose de regarder cet élément pour en savoir plus. Tromper la garde du coronavirus, des chercheurs pensent bien l'avoir fait. Et ici, à l'instar du redouté PCR, tout se passe dans le nez.
Pour combattre le virus, pas de vaccin et encore moins de piqûres, mais un spray nasal, à raison de plusieurs fois par jour. Il pourrait empêcher, une fois mis au point, l'infection des cellules pulmonaires. Donc cette partie du travail qui a été menée à la Pitié-Salpêtrière nous a permis d'identifier 3 produits qui étaient capables de bloquer de manière extrêmement efficace l'infection des cellules pulmonaires par le SARS-CoV-2. Comment ? Le coronavirus s'attache à la membrane d'une cellule humaine grâce à une protéine, la protéine de Spike. Elle possède une clé lui permettant d'entrer en contact avec une cellule humaine via des récepteurs. Lorsque le virus y introduit sa clé, il ouvre une porte, lui permettant d'entrer dans la cellule et de se multiplier. Le coup de force des scientifiques français a été de parvenir à répliquer un récepteur, un faux, qui se fixe sur la protéine Spike, empêchant le coronavirus de se développer. S'il était mis au point, le spray n'aurait pas vocation à remplacer le vaccin. Le vaccin, dans certains cas, peut ne pas être efficace et donc ça peut être un moyen de pallier ce manque d'efficacité des vaccins ou ça peut être une alternative. Pour développer leur spray, les scientifiques attendent des financements. Avec 1 million d'euros, ils pourraient proposer un produit formulé avant la fin de l'année. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. À retenir de cette édition, le pont reliant la ville de Maroua et de Mora s'est effondré cet après-midi sous le poids des précipitations. Un élément qui a permis d'attester aux usagers qui devraient désormais faire attention dans les prochains jours et ne pas visiter le site accidenté. En santé, la médecine traditionnelle était à l'honneur ce lundi 31 août 2020 à l'occasion de la journée internationale qui lui est dédiée. Dans ce journal, nous nous sommes intéressés au dilemme du choix entre cette médecine africaine et celle moderne face à la pandémie Corona. Et puis en Russie, un jeune opposant s'est violemment fait agresser par des inconnus qui l'ont rué de coups. Un incident qui est arrivé 10 jours seulement après le présumé empoisonnement d'une autre figure de l'opposition russe, Alexei Navalny. Merci pour votre aimable attention. N'oubliez pas le rendez-vous 21h dans le cadre du programme Tout au clair présenté par Frédéric Moutomé, une émission qui sera rendue simultanément sur la page LTM TV officielle via le réseau social Facebook. Bonne soirée à tous sur la télévision du monde.